Des drones frappent Moscou. Encore. 3 nuits de suite maintenant. Et si vous pensez qu'il s'agit juste d'un événement militaire de plus dans cette guerre, vous n'avez pas vu où se situent les vrais dégâts. Parce que la cible du premier jour n'était pas une caserne, c'était une raffinerie de pétrole. La cible du deuxième jour, la même raffinerie. Encore une fois. Ce qui brûle à Moscou ce soir, ce n'est pas seulement de l'acier et du pétrole brut. C'est une conviction. La conviction que cette guerre reste à l'abri de ceux qui dirigent réellement l'économie russe. Cette conviction vient d'être réduite en cendres, littéralement. Dans le quartier Le Kapotnia, à 15 km du Kremlin. Restez avec moi jusqu'à la fin, parce que je vais vous montrer pourquoi cette campagne de drones cible quelque chose de beaucoup plus précis et beaucoup plus intelligent que ce que les gros titres laissent croire. Et ce que ça révèle sur le point de rupture que personne ne regarde encore. Retraçons la chronologie, parce que l'ordre des événements compte plus qu'on ne le croit. Dans la nuit du 16 juin, des drones ukrainiens frappent la raffinerie de Moscou pour la première fois de cette vague. Le maire de Moscou, Sergueï Sobyanin, confirme des dégâts sur une installation du complexe. 60 drones sont abattus au-dessus de la capitale cette nuit-là. C'était le premier pas. Puis vient le 18 juin. Et cette fois, ce n'est pas une progression, c'est un bond en avant. Les autorités russes affirment avoir intercepté 194 drones au-dessus de Moscou en une seule nuit. Et 555 dans tout le pays. Relisez bien ce chiffre. 555 drones, en une seule nuit, à l'échelle nationale. Ce n'est pas un raid, c'est une campagne de saturation. Et dissimulée au cœur de cette vague, une seconde frappe, plus précise, vise exactement le même complexe de Kapotnia. Touchée 2 fois en moins de 48 heures, une épaisse fumée noire s'élève au-dessus de la capitale, visible depuis les satellites. Et là où ça devient inconfortable pour quiconque garde encore l'ancien modèle mental de cette guerre, le 19 juin, en plein jour cette fois, 37 drones supplémentaires sont interceptés au-dessus de Moscou. En plein jour. Et ça, c'est un message en soi. Une attaque de nuit, on peut presque la rationaliser comme opportuniste. Une attaque de jour vous dit que la campagne a confiance, que les planificateurs ne s'inquiètent plus d'être vus. Pendant 4 ans, le schéma était simple. Le front s'enlise, des missiles tombent sur Kiev, l'économie russe absorbe les sanctions mais continue de fonctionner, parce que pour le moscovite moyen, cette guerre se déroulait sur un écran. Plus maintenant. Dans toute la région de Moscou, 17 personnes ont été blessées dans ces frappes. 2 d'entre elles sont des enfants. Le marché de Sadovod a été touché. Un centre commercial a été touché. Ce ne sont pas des installations militaires, ce sont des endroits où des Russes ordinaires achètent leurs courses, leurs vêtements, leur électronique un vendredi soir. Et quand des débris de drones tombent près d'un centre commercial dans une ville de 13 millions d'habitants, le contrat psychologique qui maintenait l'arrière russe uni, l'idée que la guerre se passe ailleurs, commence à se fissurer. Parlons maintenant de cette raffinerie elle-même, parce que c'est la partie qui devrait vraiment intéresser quiconque regarde les marchés et pas seulement les gros titres. La raffinerie de Moscou est exploitée par Gazprom Neft. Ce n'est pas un actif périphérique. Cette installation, seule, fournissait historiquement près d'un tiers du carburant utilisé dans et autour de Moscou. Un tiers. Diesel, essence, carburant, aviation. Tout ça sortait d'un seul complexe, Sadny, qui vient d'être frappé 2 fois en 3 jours et qui, selon l'état-major ukrainien lui-même, a ses unités de raffinage et ses réservoirs de stockage endommagés suffisamment pour arrêter le traitement indéfiniment. Indéfiniment. Ce mot porte beaucoup de poids dans cette phrase. La Russie n'a pas une capacité de raffinage de substitution infinie pour contourner ça. La saison estivale de conduite est là. La demande de diesel agricole pour les récoltes arrive. Et l'installation unique qui absorbait silencieusement un tiers de la charge en carburant de la région est maintenant hors ligne. Sadny avec des délais de réparation que, franchement, personne en dehors de Gazprom Neft ne connaît vraiment. Alors, qu'est-ce que ça fait concrètement, mécaniquement, à l'économie russe ? Ici, je veux ralentir. Parce que le titre facile, les drones frappent une raffinerie, les prix du pétrole s'envolent, n'est pas vraiment la vraie histoire. Et je ne veux pas vous servir une version paresseuse de l'analyse. Le pétrole Brent mondial est actuellement poussé par quelque chose de complètement différent. La situation iranienne, le détroit d'Ormuz, les mouvements de pétroliers, des négociations qui traînent en Suisse. Le Brent se situe autour de 80 $ le baril. Et il est en réalité en passe d'enregistrer une baisse hebdomadaire de 8,5%, parce que l'attention du marché pétrolier mondial est fixée sur le Moyen-Orient, pas sur un incendie de raffinerie au sud-est de Moscou. Je veux être précis sur ce point.
Si je vous disais que la campagne de drones ukrainienne fait bouger les prix mondiaux du pétrole à elle seule, ce serait une exagération. Et l'exagération, c'est exactement ce qui met une chaîne comme celle-ci dans le pétrin. La vraie histoire n'est pas le prix mondial, elle est domestique. C'est ce qui se passe à l'intérieur de la Russie quand on neutralise un tiers de la capacité de raffinage de Moscou, alors que le pays use déjà sa capacité de transport par pétrolier et contourne les sanctions juste pour maintenir ses exportations de brut. Et voilà ce que les gens manquent sur l'économie pétrolière russe en ce moment. Elle ne s'effondre pas, mais elle tourne incroyablement serrée, elle marche sur un fil. La Russie exportait récemment des volumes de brut proches des records, environ 3,83 millions de barils par jour sur les 4 semaines précédant la mi-juin, le rythme le plus élevé de l'année. En partie parce que les frappes ukrainiennes sur les raffineries poussent davantage de brut vers les marchés d'exportation, au lieu de le laisser être traité sur place. Ça ressemble presque à une solution de contournement. Sauf que ça n'en est pas une. Parce qu'exporter plus de brut tout en perdant de la capacité de raffinage domestique ne résout pas le problème d'essence à l'intérieur du pays. Ça déplace simplement l'endroit où la pénurie apparaît. L'Ural, le pétrole d'exportation principal de la Russie, a grimpé fortement cette année, se négociant par moment bien au-dessus de 100 $ le baril, plus du double du plafond occidental de 44,10 $, qui est censé limiter ce que les acheteurs sont supposés payer. Ce plafond, soit dit en passant, relève plus du théâtre que d'un véritable mécanisme d'application depuis un moment. Des assurances de pétroliers de contournement, des flottes fantômes, des acheteurs en Inde et ailleurs qui trouvent des routes pour passer autour. La Russie continue donc d'être payée. L'Agence internationale de l'énergie a évalué les revenus d'exportation pétrolière russe à plus de 19 milliards de dollars pour le seul mois d'avril, même avec une production en baisse. L'argent continue de circuler. Mais l'argent qui bouge au terminal d'exportation ne met pas d'essence dans une pompe à Moscou si votre raffinerie a été touchée 2 fois en une semaine et est maintenant éteinte. Et c'est l'asymétrie qui, je crois, est vraiment sous-estimée ici. L'Ukraine n'essaie pas d'arrêter les exportations pétrolières russes. Ce bateau-là a quitté le port il y a des années. Les sanctions n'ont jamais vraiment réussi à étouffer ça. Ce que cette campagne de drones cible est quelque chose de plus étroit, et j'oserais dire de plus intelligent. La capacité de raffinage domestique. Frapper l'endroit qui transforme le brut en carburant que les Russes ordinaires et la logistique russe utilisent réellement au quotidien. Ça crée de la friction à l'intérieur du pays sans avoir besoin de toucher les revenus d'exportation qui financent la guerre depuis l'extérieur. C'est un type de pression étrange, silencieuse, structurelle. Le genre qui se manifeste des semaines plus tard sous forme de files plus longues aux stations-service dans les villes de province, pas comme un chiffre de gros titres dramatiques. Zelensky lui-même a été plutôt direct sur l'intention ici. Plus direct que d'habitude, honnêtement. Il a décrit ces frappes longue portée comme, dans ses mots, des sanctions à longue portée. Un cadrage délibéré, parce que les sanctions occidentales ont été lentes, poreuses, négociées et renégociées sans fin, avec des exemptions accordées à l'Inde et à d'autres. Un drone n'a pas besoin d'exemption. Et la logique stratégique derrière cette déclaration est assez claire si on s'y attarde une seconde. L'Ukraine n'a pas la masse militaire conventionnelle pour forcer la Russie à la table des négociations par les seuls gains sur le front. Pas en ce moment. Alors, à la place, elle essaie de rendre cette guerre économiquement et psychologiquement réelle à l'intérieur même de la capitale russe. Ramener le coup à la maison. Littéralement jusqu'à l'arrière, jusqu'à la ville où les décisions se prennent, où l'élite qui compte pour Poutine vit réellement, fait ses courses et conduit ses enfants à l'école. Et tout ça se déroule, soit dit en passant, pendant que Zelensky est à Bruxelles avec les dirigeants de l'OTAN, discutant des besoins en défense aérienne et de ce dont l'Ukraine a besoin pour maintenir et financer ce genre de campagne. Ce timing n'est pas un hasard. Il y a une lecture assez limpide ici. Faire monter le coût visible pour Moscou, précisément pendant qu'on est dans la salle à demander aux alliés occidentaux le matériel et l'argent pour continuer à le faire. Ce n'est pas subtil. Et je ne pense pas que ça soit censé l'être. Alors, où est-ce que ça laisse les marchés russes ? Parce que c'est finalement l'angle qui compte pour quiconque regarde au-delà de la couverture de guerre. L'indice boursier russe, le MOEX, a tendance à vaciller sur ce genre de nouvelles. Mais historiquement, il s'est montré plus résilient face aux frappes individuelles qu'on pourrait le croire. Les marchés là-bas intègrent ce risque depuis des années. Ce qui bouge davantage l'aiguille, c'est le rouble et les anticipations d'inflation domestique. Parce que les pénuries de carburant, même partielles et régionales, finissent par se répercuter sur les coûts de transport, qui se répercutent sur les prix alimentaires,
la seule chose qui bouge réellement le sentiment public à l'intérieur de la Russie, d'une manière que le Kremlin surveille de très près. Poutine aurait dit aux producteurs pétroliers russes de profiter des prix mondiaux élevés tant qu'ils le peuvent, tout en avertissant que cette flambée actuelle, principalement due à la tension au Moyen-Orient, est probablement temporaire. Ce qui en dit long. Même la communication du Kremlin se couvre, traitant cette fenêtre de prix élevée comme quelque chose à exploiter rapidement plutôt que comme une base durable pour planifier un budget sur les 2 prochaines années. Et voici une question qui mérite qu'on s'y arrête, parce que je ne pense pas qu'elle ait été posée assez clairement jusqu'ici. Qu'arrive-t-il au modèle financier de guerre de la Russie si le raffinage domestique continue d'être frappé à ce rythme ? 3 frappes en 5 jours maintenant. Pendant que les revenus d'exportation dépendent d'un régime de sanctions déjà plein de trous que n'importe qui avec un chéquier peut traverser, on se retrouve avec une économie à écran partagé, étrange. Les revenus d'exportation tiennent bon, grimpent même, parce que le brut est fongible et que les acheteurs existent. Mais la capacité domestique, raffinerie, distribution de carburant, l'infrastructure ennuyeuse et sans éclat qui fait tourner un pays au quotidien, s'effrite, frappe après frappe. Ce n'est pas le genre de pression qui apparaît comme un chiffre de gros titres dramatiques sur un terminal Bloomberg. Ça apparaît plus lentement, comme une érosion progressive de la marge de manœuvre, le coussin dont une économie de guerre a besoin pour absorber les chocs sans que le public ne le remarque. Et une fois ce coussin épuisé, chaque frappe suivante coûte plus cher que la précédente, parce qu'il reste moins de capacité de réserve pour contourner les dégâts. Il y a aussi l'angle des perturbations aéroportuaires, plus modeste en termes financiers, mais révélateur de la fragilité de la normalité de surface à Moscou en ce moment. Des centaines de vols commerciaux annulés ou retardés dans les principaux aéroports moscovites au plus fort de cette vague. Ce n'est pas juste un désagrément pour les voyageurs, c'est du fret retardé, des voyages d'affaires perturbés, la circulation commerciale ordinaire d'une grande capitale interrompue par quelque chose qui, 4 ans après le début de cette guerre, était censé rester un problème de front, pas un problème moscovite. Quand les horaires de vol de votre propre capitale commencent à être dictés par la flotte de drones d'un adversaire, c'est un problème de souveraineté déguisé en problème logistique. Et le capital, le vrai, le financier, a tendance à remarquer ce genre de choses discrètement, bien avant que ça n'apparaisse dans une statistique officielle. Les entreprises étrangères encore présentes en Russie, celles qui couvrent discrètement leur exposition, surveillent les coûts d'assurance pour tout ce qui touche à la logistique russe. Ces coûts ne baissent pas quand des frappes se succèdent 3 jours de suite. Ils augmentent. Et ils restent élevés même après que la fumée se soit dissipée, parce que les assureurs évaluent le risque sur la tendance, pas sur l'incident isolé. Alors, où est-ce que ça va à partir de maintenant ? La réponse honnête, c'est que personne ne le sait vraiment encore, et je vous mentirais si je prétendais le contraire. 3 jours consécutifs pourraient devenir la nouvelle norme, une campagne soutenue destinée à maintenir la pression indéfiniment, calibrée délibérément autour de la tournée diplomatique de Zelensky à Bruxelles pour plus de ressources. Ou ça pourrait s'essouffler, comme les escalades précédentes, une fois que le stock de drones ukrainiens pour cette vague particulière s'épuise et doit être reconstitué, ce qui prend du temps et des matériaux qui ne sont pas infinis non plus. Ce que je surveillerais, si j'étais vous, ce n'est pas le prochain chiffre de gros titres sur le nombre de drones interceptés. C'est presque du théâtre à ce stade. Les 2 camps ont intérêt à manipuler ces chiffres. Ce que je surveillerais vraiment, c'est si la raffinerie de Moscou redémarre. Et à quelle vitesse ? Parce que c'est le vrai indicateur. Si Gazprom Neft la remet en marche en quelques semaines, c'était une perturbation sérieuse mais contenue. Si elle est encore éteinte dans 1 mois, en pleine saison de demande estivale de carburant en Russie, c'est une histoire complètement différente. Et c'est peut-être là le véritable changement de fond. Celui qui se cache derrière tous ces décomptes de drones et ces rapports sur les dégâts causés aux raffineries. Pendant 4 ans, la guerre a conservé une certaine forme de confinement géographique. Psychologiquement, à tout le moins, elle s'est déroulée en Ukraine, dans l'Est contesté. Et Moscou, pour l'essentiel, est resté Moscou. Lumières allumées, centres commerciaux ouverts, la vie suivant son cours. Depuis 3 jours, ce confinement est fragilisé. Pas une brèche fatale, pas encore en tout cas, mais une brèche bien réelle, avec de la fumée visible depuis un satellite et une raffinerie qui, pour l'instant, ne produit pas de carburant. La question qui mérite réflexion n'est pas de savoir si la Russie survivra à cette vague. Elle survivra très probablement. Son économie n'est pas au bord du gouffre. La vraie question est de savoir ce que ça lui coûte discrètement, en marge de la société, de continuer à absorber des frappes comme celle-ci tous les quelques jours jusqu'à la fin de l'année.
Et si cette marge se réduit plus vite que les deux camps ne sont prêts à l'admettre publiquement? Dans notre prochaine analyse, nous suivrons précisément cet indicateur, la date de redémarrage de la raffinerie de Kapotnia, et ce qu'elle révélera sur la vraie résilience de l'économie de guerre russe. Si cette analyse vous a apporté quelque chose que vous ne trouvez pas ailleurs, abonnez-vous et activez la cloche. Et dites-moi en commentaire, pensez-vous que cette campagne de frappe sur les raffineries peut réellement faire plier l'économie russe, ou est-ce un pari qui s'épuisera avant d'avoir un impact décisif? Les analyses les plus construites, je les lis toujours avec attention.